1h du matin, à l'entrée d'une boîte de nuit de la ville de Vannes. C'est la soirée du jeudi et des centaines d'étudiants se pressent pour entrer et faire la fête. 2 bouteilles de vampire, s'il vous plaît. Putain, ils sont où? Viens les chercher, j'ai pas le temps. Hervé, le patron, ne sait plus où donner de la tête. C'est le début de la soirée, il faut faire rentrer tout le monde. Et là, si je laisse rentrer tout le monde avec les blousons, c'est le bordel, ils ont de l'alcool sur eux et tout, c'est tout un bordel. À cause du prix des consommations, ces jeunes ont apporté leurs propres bouteilles d'alcool. Et ils ont beaucoup bu sur le parking de la discothèque. Il y a les klaxons, il y a une ambiance. C'est trop bien. Voilà, c'est énorme. L'alcool dans les boîtes, ça devient un peu trop cher. Il faut augmenter les prix et les cartes bancaires, elles chauffent un peu trop. Un comportement à risque, devenu une habitude pour certains jeunes de cette ville de Bretagne. Et cela tourne parfois au drame, comme ce soir. Un appel vient de tomber au standard du commissariat. Oui, c'est quand j'écoute. Un grave accident s'est produit à seulement 2 minutes de la boîte de Il y nuit. a combien de scooters en cause alors? Il y en a 2 en cause. Et on est assez rapidement, je pense qu'il y en a un qui avait un blessé assez gravement. 2 scooters accidentés, une D'accord, on victime. va appeler les pompiers, une patrouille d'intervention arrive, monsieur. Ouais, ok. Bruno, le chef de poste du commissariat, envoie les premiers secours sur place. C'est Régis, officier de police judiciaire, qui est chargé de l'enquête. Dans le Morbihan, les policiers sont habitués à ces accidents de la route, véritable fléau du département, souvent en lien avec l'abus d'alcool. Mais cette fois, Régis craint le pire. Un 2 roues n'a pas de protection. Si c'est sur fond d'alcool, malheureusement, on risque d'aller au-devant d'un cas dramatique, je pense. Les pompiers sont déjà sur les lieux et s'affairent auprès de la victime. Nous l'appellerons Marie. On ne sait pas qui a appelé les secours, si c'est des riverains ou qui c'est eux. Régis doit rapidement recueillir les premières informations auprès des agents de police secours arrivés avant lui. Aucun détail ne doit échapper à l'enquêteur. Ah, on a le nom de la fille? Comme il le craignait, l'accident est grave. Marie, la victime, a tout juste 20 ans. Grièvement blessée, elle a perdu connaissance. C'est un accident scooter? Non, apparemment, il n'y aurait qu'un scooter en cause. Donc on a vu, il y a des traces sur le trottoir là-bas, et ils ont glissé, puis après ils ont percuté. Et après, ils ont dû ranger le scoot ou les scouts, parce que bon... À l'origine, c'est ici. Oui, tout à fait. 5 filles alcoolisées, 2 scooters et 2 casques. L'affaire s'annonce compliquée. Elle va mobiliser les policiers de Vannes pendant près d'une semaine. Petite ville balnéaire de Bretagne, Vannes est considérée comme l'une des localités les moins dangereuses de France. Avec son port et ses remparts qui séduisent les touristes, Vannes rassure. Pourtant, comme partout en France, la délinquance est en pleine augmentation. Il est 13h45, madame, vous êtes placée en garde à vue. Véritable fléau en Bretagne, les accidents de la route se multiplient et les victimes sont souvent jeunes. Avec Xavier, officier de police judiciaire, vous verrez qu'il n'est pas facile dans ce genre d'affaires de trouver les responsables et de faire éclater la vérité. C'est pas moi qui conduis. Ce n'est pas moi. Qui conduisait? Malgré sa réputation de ville tranquille, Vannes n'est pas épargnée par les violences, notamment au sein des familles. C'est même le quotidien des agents de police secours. Il faudrait qu'elle reste calme dans sa tête. Mais Platon, là, tu vis sur quelle planète, hein? Dis donc, c'est pas moi qui bois, hein? Moi, j'ai pas de problème d'alcool. Si les policiers sont aussi vigilants, c'est que ce genre de problèmes familiaux peuvent parfois mal tourner. Entre filature et arrestation musclée, Fais gaffe, il y a un doigt sur la détente. cette nuit-là, les policiers ont eu beaucoup de chance. Attends, Laurent. C'est un pont? Avec la crise, Vannes et ses commerces attirent d'autres genres de délinquants. Ici, les voleurs n'ont rien à envier à ceux des grandes villes. Et désormais, ils rivalisent d'imagination. Puis à l'intérieur, ils ont mis une espèce de papier en plomb. Ça leur permet de passer les caisses sans faire sonner l'avertisseur. Accidents, délinquance, drames humains. Pendant plusieurs semaines, aux côtés des policiers de Vannes, nous avons exploré l'envers du décor d'une ville pas si tranquille. Ouais, UCL, attends 2 secondes. Sur les lieux de l'accident, Régis et ses collègues tentent d'y voir plus clair.
Au départ du drame, 5 copines qui rentrent d'une boîte de nuit toute proche. Vous avez vu, vous n'avez pas vu? Non, on les a pas vus, mais on a... Elles paraissent avoir beaucoup bu, ce qui a sans doute provoqué l'accident. On a pas vu, directement ça fait demi-tour. La version des filles est confuse. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, les policiers doivent répondre à une question essentielle. Qui transportait la victime? C'est pas moi qui conduis. Ce n'est pas moi. Qui conduisait? Je sais même plus. Personne ne sait qui pilotait. Effet de l'alcool ou peur des conséquences, les adolescentes semblent se rejeter mutuellement la responsabilité. Chose plus surprenante encore, la disparition des scooters de la scène du drame. Mais un collègue de Régis a repéré des 2 roues endommagées à 200 mètres de là. Sagement garés, ils présentent tous les deux quelques éraflures. Il s'agit des engins des filles. Mais la découverte ne va pas beaucoup aider Régis et ses collègues. L'enquête est à l'arrêt. Tandis que l'état de la victime s'aggrave. Le cœur de Marie vient de s'arrêter. Autour de la jeune fille, ses copines prennent enfin conscience du drame. Alors que les médecins du SAMU font tout pour sauver l'accidenté, les policiers de Vannes décident de conduire ses amis au commissariat pour les interroger. Quelques minutes plus tard, l'état de Marie enfin stabilisé, les médecins la conduisent à l'hôpital le plus proche. Le pronostic vital est engagé. Au commissariat, après une nuit en cellule de dégrisement, les jeunes filles sont interrogées. Et l'enquête avance. 3 d'entre elles accusent cette étudiante que nous appellerons Nathalie. Ce serait-elle la conductrice du scooter? Elle aurait transporté la victime en état d'ébriété et ainsi provoqué l'accident. Nathalie est en garde à vue. Toutes vos amies précisent bien que vous étiez, vous et Justine, en scooter. Le problème, c'est qu'elle n'avoue rien. Vous vous souvenez de ça? Non, du tout. Vu que j'ai bu, j'ai des trous de mémoire et du coup... Vous avez des trous de mémoire? Voilà, j'ai vraiment beaucoup bu, je pense. Et du coup, ça... J'ai vraiment des trous pendant de la soirée. Je me demande vraiment comment j'ai fait pour conduire jusqu'à là-bas. Amnésie due à l'alcool ou mensonge volontaire? Les policiers ont encore du mal à se forger une conviction sur les circonstances du drame. Pourtant, au moment des faits, un témoin était là. Un chauffeur de taxi arrivait sur place quelques secondes seulement après l'accident. Son témoignage pourrait être capital. Nous le rencontrons le lendemain. Il s'appelle Christian. Il a croisé le petit groupe de filles une première fois sur le parking de la boîte de nuit, quelques instants avant le drame. Donc je stationnais là, en tête de station, on va dire. Et les 2 scooters sont arrivés là-bas en face du rond-point. Quand elles se sont plus ou moins arrêtées, on va dire, au cédé le passage, j'ai bien vu qu'elles maîtrisaient mal leur véhicule. On voyait bien qu'elles étaient soit alcoolisées ou autre chose, je ne sais pas trop vous dire. Et puis après, elles ont accéléré d'un coup, elles ont sauté sans freiner, sans ralentir le trottoir. Et elles se sont arrêtées ici, en levant leur casque. C'est là que j'ai vu que c'était 2 jeunes filles. Voilà. Christian confirme que ces jeunes n'étaient pas en état de conduire. Hélas, il est incapable de reconnaître la conductrice du scooter incriminé. De leur côté, les policiers espèrent en apprendre davantage grâce aux caméras de surveillance de la ville qui auraient filmé l'accident. Au commissariat, les affaires continuent d'affluer. Ce matin, un homme vient de se présenter. Il a été blessé et c'est Xavier, officier de police judiciaire de 34 ans, qui se charge de ce cas peu banal. Donc voilà, la victime, elle a été blessée au niveau de l'épaule. On voit sur son blouson qu'il y a le trou du couteau. Une blessure par arme blanche. Xavier demande à son collègue de l'identité judiciaire de prendre quelques photos. Je vais remettre ça, donc on est une échelle. Même s'ils connaissent déjà l'auteur des faits, ces preuves permettront aux policiers de le confondre. Ce n'est autre que la femme de la victime. Et le mari a eu de la chance. Ça aurait pu être plus bas dans le dos, sur les poumons, voilà, bon. Si ça avait été face, on peut en demander. Hein. Dans le langage policier,
On appelle ça des violences intrafamiliales. À Vannes, ce genre d'agression a augmenté de presque 30% en 5 ans. Xavier a beau mesurer 1,80 m et pratiquer un sport de combat, le profil de l'agresseuse au couteau le pousse à rester prudent. Elle a poignardé son mari à l'épaule, donc apparemment elle jouait avec des allumettes, bon, il va falloir faire attention quand même. D'après la victime, sa femme devrait être seule à leur domicile. Pourtant, dans ce quartier résidentiel de Vannes, les policiers n'hésitent pas à intervenir pistolet électrique à la main. Et pendant qu'une partie de l'équipe fait le tour de la maison pour l'empêcher de s'enfuir, Elle peut se suicider, il a dit, elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Bon, bah, Xavier et ses collègues entrent pour la maîtriser. Bonjour madame, c'est la police. Vous avez rien sur vous? C'est quoi là? C'est quoi là? C'est la police madame. Ah ouais? Ouais, mon mari. Vous pouvez les rejoindre, La femme n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Et d'emblée, Oh oui, moi aussi. On est chez vous là. elle se montre agressive. Pas de résistance, ça sert à rien, d'accord? Ouais, je peux vous coller une droite aussi. Bien sûr. Bien sûr madame. Il est 13h45 madame, vous êtes placée en garde à vue. Je suis d'accord. D'accord. Ah, je peux m'habiller correctement, s'il vous plaît. On va vous prendre des vêtements. Xavier et les policiers n'ont pas un instant à perdre. Allez-y, madame. Allez, hop. À compter du placement en garde à vue, ils doivent agir au plus vite pour lui notifier ses droits. Sans quoi la procédure pourrait être cassée par son avocat. J'ai de l'argent qui est tombé. Bien sûr. C'est pas bien sûr. Bon madame, vous avez le droit à ce qu'on avise votre famille. Est-ce que vous voulez qu'on avise votre famille? Ma famille, c'est mon mari. Bon, donc il est avisé. D'accord? Est-ce que vous voulez plainte? Voilà. Est-ce que vous voulez un avocat? Il a pris 5 coups Madame, est-ce que dans le dos. Madame, est-ce que vous souhaitez un avocat? Non. Vous ne souhaitez pas d'avocat? Très bien, madame. Vu son état, Xavier ne veut pas prendre le risque de remettre cette femme en liberté. En l'absence de médecin disponible, pour s'assurer qu'elle supportera la garde à vue, il décide donc de la conduire directement à l'hôpital. Vous allez aller à l'hôpital, hein, parce que le médecin, SOS médecin, pas de délai. Mais l'agresseuse continue de résister. Allez-y. Oui, bah madame. Là, vous les mettez devant. Allez, madame. Devant, c'est interdit. Dans un véhicule de police. Non, mais les menottes. Ah! Les menottes devant. Allez, poussez-vous un peu. Ça vous arrive régulièrement, ce style d'individu? Oh bah, des histoires de coups de couteau, c'est quand même pas tous les jours. Mais ce style d'individu récalcitrant, régulièrement. Dès son arrivée à l'hôpital, la femme sera placée à l'UMP, l'unité médico-psychiatrique. Le mari est resté dans les locaux de la police. Ce n'est plus sa blessure qui le préoccupe, mais le retour de son épouse. Je m'angoisse pour l'avenir parce que ils l'ont mise à l'UMP tout de suite. Et combien de temps? Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Elle revient à la maison. Je ne vois pas comment faire. Les choses sont allées trop loin. Pour le moment, l'homme peut être rassuré. Les médecins ont décidé que l'état mental de sa femme ne lui permettait pas de sortir de sitôt. Quelque temps plus tard, Xavier et sa collègue Amélie se rendent à l'hôpital psychiatrique, à quelques kilomètres de Vannes. Alors, monsieur... La santé de l'agresseuse au couteau s'est améliorée. Xavier est enfin autorisé à l'interroger. La femme est métamorphosée, plus aucune trace d'agressivité. Elle semble même regretter son acte. Pouvez-vous m'expliquer les violences avec arme sur votre conjoint? C'est involontaire. J'ai piqué de gris, je sais pas pourquoi. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé. On était en colère ce jour-là, l'un et l'autre. J'étais dans la solitude depuis un moment. Progressivement, elle se cherche des excuses et va tenter de se disculper en donnant sa version des faits. C'est mon mari qui est dans un copie. Et? Je sais pas comment je me suis retrouvée ce couteau à la main. Je ne vois même pas le prendre. Vous
pouvez expliquer comment ça se fait que le couteau l'ait touché? Il s'est relevé trop vite. Je voulais pas le toucher. Quelques jours plus tard, la justice a demandé une contre-expertise psychiatrique de l'agresseuse. Elle a été décrétée suffisamment lucide pour assumer ses actes et passer devant un tribunal. Elle risque 4 mois de prison pour coups et blessures. Mais pour les policiers de Vannes, les affaires ne se règlent pas toujours aussi simplement. 3 jours après l'accident de scooter des 5 jeunes filles lors d'une soirée très arrosée, l'enquête piétine. Un événement tragique va tout faire basculer. La victime vient de décéder des suites de ses blessures. Je te fais la réquise et puis on part chercher les vidéos. Ok, ça roule, je t'en prie. Salut, ciao. Il est capital pour Xavier de trouver la responsable de l'accident. Or, la conductrice soupçonnée n'a jamais rien avoué. L'ultime espoir de l'officier de police judiciaire, c'est que l'une des 29 caméras de surveillance de la ville ait pu filmer l'accident. Bonjour. Ça va bien? La clé de toute l'affaire se trouve peut-être ici, au PC vidéo de la police municipale. Donc voilà, on vient vous voir dans le cadre de l'affaire de l'accident de scooter, là. Donc on vous remet la réquisition pour récupérer les enregistrements des vidéos de la caméra de Vannes. Bon, bah, elles ont été faites. Ah, elles ont été faites. Vous n'oubliez pas de signer, s'il vous plaît? Ah oui, très bien. Xavier espère que la qualité des images de ces caméras sera suffisamment bonne pour identifier les détails. Cette nuit-là, il tombait une pluie fine sur Vannes. Donc là, je me suis fixé à l'heure à peu près des faits. Normalement, on devrait voir les scooters partir de la discothèque. Ils pourraient nous donner une indication sur qui conduisait. Ah, les voilà. On voit bien les scooters passer, on voit qu'ils sont 2, qui se suivent. Malheureusement, on ne voit rien d'autre. On ne voit que des feux. Ce sont les feux arrière des 2 scooters. Même si on arrivait à agrandir numériquement, vous voyez bien que la qualité de l'image, c'est trop pixelisé, donc on n'aurait pas grand-chose. À ce stade, on ne peut pas dire qui conduisait les scooters. D'après les images qu'on a, on ne peut pas le dire. C'est clair. Xavier espère avoir plus de chance avec la caméra installée sur le parking de la boîte de nuit. Placée comme elle est, on devrait voir les filles au moment où elles montent sur leur scooter et donc en identifier les conductrices. Cette fois, on distingue facilement le petit groupe. En haut de l'image, celle qui sera mortellement blessée. À ses côtés, la conductrice présumée. Mais cela va-t-il suffire à Xavier pour boucler son enquête ? Ça discute beaucoup, longtemps. L'intérêt maintenant, c'est de voir si on peut les voir grimper sur le scooter. Malheureusement, elles partent en haut à droite de l'écran. Donc on ne pourra pas savoir qui conduisait d'après les images. Donc comment l'enquête va s'articuler pour essayer de définir qui conduisait le scooter? On va essayer de trouver dans les auditions des anachronismes ou des choses qui font que, pour être sûr que la personne qui dit conduire, conduisait bien. En perspective, un long travail d'épluchage de la dizaine d'heures d'audition réalisées par Xavier et ses collègues. En attendant, cette vidéo soulève d'autres questions. Comment a-t-on pu laisser ces jeunes femmes prendre la route alors qu'elles étaient visiblement saoules? Et pourquoi les videurs n'ont-ils pas réagi quand elles s'apprêtaient à monter à 5 sur 2 scooters avec seulement 2 casques? Nous nous sommes rendus sur place pour interroger Thierry. C'est le responsable de la porte, celui qui filtre les entrées de la boîte de nuit. Il a géré les filles ce soir-là, et ce qu'il nous apprend est étonnant. Elles étaient un peu trop alcoolisées à notre goût, donc on les a recalées gentiment. Elles ont traîné, un petit peu agressives, ça s'est calmé, elles sont parties. Maintenant, malheureusement, il y a eu un problème plus loin. Le groupe n'est jamais entré dans la discothèque. L'établissement n'a rien à se reprocher.
La police semble avoir épuisé toutes les pistes pour confondre le responsable de cet accident mortel. Mais quelques jours plus tard, l'arrivée au commissariat des amis de la victime va donner à l'enquête une conclusion inattendue. Les jeunes filles sont présentées au service pour indiquer que l'accident ne s'était pas passé comme elles l'avaient dit à l'issue de leur dégrisement. Donc elles voudraient revenir sur leur déclaration. Le décès de Marie, 3 jours après l'accident, a provoqué un véritable choc dans la bande. Les survivantes ont décidé d'avouer la vérité aux policiers. Bonjour, tu vas me suivre dans un premier temps et puis j'attends ici. Ouais, ok. Allez. C'est sans doute le remords qui les a conduites au commissariat. Jusqu'à présent, les filles s'étaient entendues pour désigner la responsable de l'accident. Mais avec ce décès, le mensonge semble être devenu trop lourd à porter. On commence à réaliser que c'est dur. Le fait qu'elle soit partie, c'est... Face à l'officier de police judiciaire, cette jeune femme de 20 ans se désigne comme la conductrice du scooter transportant Marie. Ce serait elle la responsable de l'accident. J'ai dit non, tu prends pas ton scooter, c'est moi qui vais le conduire. Vous en êtes où là au niveau de... Bah moi ça va. J'ai conscience encore, ben conscience, peut-être pas conscience, mais je veux dire, j'étais pas ivre. Très bien. Et donc du coup, je monte derrière moi. Elle n'a pas mis de casque. Tu as menti sur, on va dire, l'essentiel quoi. Voilà, oui. En réalité, elle a pris les commandes du scooter de Nathalie, celle que le groupe de copines a injustement accusée. Pour que ses aveux soient complets, le policier doit s'assurer qu'elle assume sa responsabilité jusqu'au bout. L'alcool, le fait de monter voilà, sur les scooters, d'autant plus quand on monte à deux et qu'il n'y a qu'un casque avec une chaussée humide. Tout ça, ça fait beaucoup d'inconscience, quoi. Bah déjà, je regrette de ne pas avoir dit la vérité directement. Oui. Je regrette aussi d'avoir pris les scooters. Et de ne pas avoir osé dire non. La jeune fille semble assumer ses actes. Alors le policier tente de l'amener à reconnaître que c'est sa conduite en état d'ivresse qui a provoqué l'accident. Mais cette fois, elle invoque la défaillance du deux roues. Et donc je me souviens que la roue, elle a tourné comme ça. Elle a fait ça. Et là, j'ai perdu l'équilibre, du coup. Parce que la roue, elle a fait ça, c'était vraiment brusque, c'est pas vraiment des petits trucs. La roue tremblait vraiment et elle allait de droite à gauche et je ne pouvais rien faire du tout. Et donc là, nous sommes tombés. Moi, j'ai glissé par terre. Et du coup, je me suis relevée, j'ai cherché et je l'ai vu manger sur le bord du trottoir. Tu te sens responsable de la mort de... Oui, un peu quand même. Même si je sais que dans le fond, on est tous responsables, mais je sais que de toute façon, j'ai une plus grande part de responsabilité. C'est du regret en fait. Ah bah du regret, c'est le minimum. Tu es prête à assumer ta responsabilité devant un éventuel tribunal? Oui, je suis prête. Mais c'est pas le plus grave, les poursuites judiciaires. Oui, ça je sais. Bah, c'est le père d'avoir fait. C'est plus dramatique, c'est ce qui s'est passé sur lequel on peut pas revenir. Il n'y a pas de rewind, on peut pas revenir en arrière. Voilà. Ces déclarations vont sans doute peser lourd au moment du procès. Mais à cet instant, la jeune fille a surtout voulu libérer sa conscience. Soulagée d'avoir dit la vérité, que ça soit dit quoi. Et que j'ai plus à garder ça en moi et voilà, je me sens soulagée. Même si je sais que ça me fera pas revenir. Je sais que je fais ça pour elle et pour lui rendre hommage. C'est une honneur. Comme elle, les autres filles du groupe ont modifié leur témoignage. Plus qu'à attendre quoi. Toutes ont confirmé cette version des faits. Pour la police reste pourtant une dernière zone d'ombre. Un problème de direction du scooter peut-il être l'une des causes de l'accident? Quelques jours plus tard, une expertise a lieu à la demande du procureur en charge de l'affaire. Après avoir pris des photos des lieux, l'expert va tester les réactions du scooter en conditions réelles et sous le même crachin.
Après plusieurs passages, l'engin s'avère fiable. Pour la conductrice du scooter, les juges risquent d'être sévères. Accusée de conduite en état d'ivresse et de violence involontaire ayant entraîné la mort, elle encourt jusqu'à 10 ans de prison. Vannes a beau afficher l'image d'une ville plutôt sûre, il y a un phénomène auquel elle n'échappe pas, la recrudescence des vols. Cible privilégiée de ces délinquants, les grandes enseignes et les chaînes de magasins. Car ici, la spécialité, ce sont les vols à l'étalage. Comptant profiter du calme de la ville, certains voleurs n'hésitent pas à venir de loin pour commettre leur larcin. Ce matin, le brigadier-chef Pierre, 50 ans, est appelé avec son équipe pour un vol dans un magasin de produits culturels. C'est régulièrement le week-end ou les périodes de fête, on a ce type d'infraction. Donc là, a priori, on a un type géorgien. Il semblerait que ce soit un préjudice de plus de 1000 €. Le montant du butin est important. Et si les vigiles ont prévenu la police aussi vite, c'est qu'il ne s'agit pas d'un petit délinquant à la sauvette, mais plutôt d'un voleur chevronné. Pierre veut l'interroger rapidement. Il pourrait avoir commis d'autres vols dans les magasins environnants. Les policiers sont des habitués de ce petit local dans lequel les vigiles retiennent ceux qu'ils ont arrêtés. Cette fois, une surprise les attend. Vous sortez tout ce que vous avez dans vos poches. Voilà, vous avez une seringue. L'homme semble être un toxicomane. Usagé, non, vous n'avez pas fait usage encore? Si. Mais surtout, il a parcouru plus de 200 km pour commettre son vol. Quel est votre domicile, monsieur? Un rue de... à Brest. Qu'est-ce que vous venez faire à Vannes? Je suis un visiteur. Il tente de se faire passer pour un voleur occasionnel de passage à Vannes. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti du magasin les mains vides. Dans son sac, 2 appareils photo. Et Pierre soupçonne qu'ils ne sont pas pour lui. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 appareils photo comme ça? Pour les revendre? Pourquoi vous volez, monsieur? Parce que je ne peux pas trouver le travail pour étranger, c'est dur. Et moi, comme parent, j'ai obligé de faire quelque chose pour manger, ramener manger pour les enfants. Vous avez combien d'enfants? 12 enfants, j'ai rien encore reçu. Pour tenter d'amadouer la police, l'homme prétend voler pour nourrir sa famille. Mais de retour au commissariat pour l'interroger, Pierre va fouiller ses affaires et trouver la preuve qu'il s'agit bien d'un professionnel du vol. Donc le sac a été décousu, et puis à l'intérieur il nous a mis une espèce de papier alu ou une espèce de papier en plomb. Voilà. Et ensuite ils recousent la doublure, ça leur permet de passer les caisses sans faire sonner l'avertisseur. C'est une tactique très usitée par le monde du vol à l'étalage. Hein. En plus, lui, il avait doublé sa sécurité avec un antivol. La personne passe dans un premier temps les portiques de sécurité à l'entrée du magasin, avec ça dans le sac. Si les portiques ne sonnent pas, ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quel appareillage dans le magasin, n'importe quel objet qui est sécurisé, et repasser le portique sans faire sonner la sécurité. L'homme est très bien équipé, et il serait étonnant qu'il en soit à son coup d'essai. En consultant leurs fichiers, les policiers découvriront qu'il a déjà été condamné pour 4 affaires similaires et que sa dernière arrestation lui a valu 3 mois de prison avec sursis. Si vous avez besoin de quelque chose, vous toquez à la porte. Et même si on ne vient pas tout de suite, ça ne sert à rien de vous énerver. D'accord? Des fois, on est occupé à l'accueil ou à répondre au téléphone. Donc vous étonnez pas qu'on ne vienne pas dans la minute. D'accord? Ok? Pris en flagrant délit, le voleur a tout avoué et il n'a plus maintenant qu'à attendre en geôle sa comparution devant le tribunal. Parce qu'il a déjà été arrêté à Vannes, ainsi qu'à Pontivy et à Saint-Brieuc, 2 autres villes bretonnes, cette nouvelle affaire pourrait bien l'envoyer en prison. Cette délinquance aux techniques bien rodées, c'est une nouveauté pour la ville de Vannes. Mais à cause de la crise, de plus en plus d'individus se lancent dans le vol à l'étalage, qu'ils revendent leur butin ou qu'ils le gardent pour eux. C'est le cas de cette jeune femme d'à peine 24 ans que nous appellerons Enora et de sa sœur Christine, 22 ans.
Toutes les deux ont passé la nuit en cellule en attendant d'être entendues. La veille, les policiers de Vannes les ont prises la main dans le sac à la sortie d'une grande surface. Vêtements pour femmes, pour enfants, provenant de plusieurs magasins de la ville, mais aussi ciseaux et pinces coupantes. Pourtant, les deux sœurs ne paraissent pas être des voleuses aguerries. Et donc là, vous avez procédé comment? Je les ai pris, on est allé en cabine et j'ai tiré sur les étiquettes. Ils ont des étiquettes en fait avec l'antivol à l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous connaissez la valeur à peu près de chaque... Ouais, je dirais que le jean il était dans les 15 € et le pull devait être autour des 7-8 € je crois. D'accord. Des montants dérisoires pour des vêtements qu'elles prétendent destinés à leur famille. Pourtant, en poursuivant les auditions, les policiers s'aperçoivent que les deux sœurs n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis quand vous volez? C'est pas ça, un moment. Face à ces aveux, Xavier décide alors de pousser l'enquête un peu plus loin. On va en perquisition au domicile des jeunes filles, parce qu'il est fort probable qu'on retrouve encore des vêtements volés. Qu'elles déclarent dans leur audition avoir déjà fait d'autres vols que... Elles déclarent quand même qu'elles ont déjà volé, mais voilà. L'officier de police judiciaire soupçonne ces vols d'alimenter un trafic de vêtements. Alors avant de se rendre chez les sœurs, il tente de faire avouer Christine, la plus jeune des deux. On va aller chez vous. On va retrouver quelque chose. Des objets volés, des vêtements. Non. J'achète tout. Non, c'était juste comme ça. C'était pas forcément juste comme ça, parce que quand on va dans un magasin avec une pince coupante, des ciseaux, on sait exactement où couper et... Je savais ce qu'il fallait prendre avant d'y aller. Il y a quelqu'un chez vous? Christine semble sûre d'elle. Pourtant, dès l'arrivée à son domicile, la jeune fille montre des signes de tension. Le coup de pression de Xavier va-t-il finalement porter ses fruits? Devant son petit ami qui visiblement ignorait tout, Christine se précipite dans sa chambre. De cette armoire, elle sort un à un tous les vêtements qu'elle a volés récemment. Jusqu'au moment où ses nerfs craquent. Ça y est, rien, c'est ma mère qui m'avait donné parce qu'elle fait elle fait la Croix-Rouge. S'il n'y a rien d'autre, d'accord. Votre ami était au courant? Comment? Votre ami était au courant? Pour son compagnon, c'est un choc. Alors que le couple vit ensemble dans cette petite maison depuis 2 ans, il ne s'était rendu compte de rien. Oui, donc ça vous surprend complètement? Ouais. Parce qu'on manque de rien, quoi. Et certes, je comprends que ça reste des filles qui aiment les fringues, mais on n'avait pas besoin d'en arriver là, quoi. Ouais, surpris. Étonné. Déçu aussi, un peu. Donc, j'espère que ça lui servira de leçon. Et c'est sans un regard de sa part que Christine remonte en voiture. Pour Xavier, cette perquisition est un succès. Les policiers reviennent avec des dizaines de vêtements volés durant les 2 derniers mois. S'ils veulent boucler leur enquête, ils doivent maintenant savoir de quel magasin ils proviennent. Ça, c'est Jennifer? Oui. Ça, Gémeaux? Oui. Et ça? Et ça, c'était à Tati. Tati, ça. D'accord. Pour Guénaël, l'officier de police judiciaire qui prend le relais, la partie est maintenant plus facile. Je leur ferai plus, ça c'est sûr. La jeune délinquante a l'air tellement désemparée qu'il préfère ne pas l'accabler. Il lui donne même quelques conseils. Je pense qu'il va falloir une bonne discussion avec votre conjoint. Et puis voilà, ça va faire. Vous êtes jeune, vous avez fait une bêtise, point, c'est tout. Chez Gémeaux. La sœur de Christine a elle aussi tout avoué, et les policiers ont retrouvé chez elle le même genre de butin. Le sort des deux sœurs est lié. C'est à présent au procureur de prendre sa décision quant à leur détention. Donc on va être emmené devant le procureur.
Pas forcément, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Vous avez passé dans le tribunal, mais ça se trouve, vous allez être complètement imaginer. Vous verrez ça au moment opportun. Vous affolez pas. D'accord? Bon, allez. Reposez-vous, là. Finalement, le procureur choisira de laisser Christine et Enora en liberté avant leur procès. 2 mois plus tard, elles ont été convoquées au tribunal et condamnées à une simple amende. Malheureusement, dans la capitale du Morbihan, la délinquance est parfois plus violente. Des actes fréquemment liés à l'alcool et qui se déroulent entre 21h et 5h du matin. À chaque fois qu'il prend son service à police secours, Vincent, 33 ans, envisage le pire. Là, c'est la prise de service, je suis face à mon casier. Mais le but, c'est qu'à la fin de vacation, je sois encore face à mon casier, que je puisse remettre ma tenue et rentrer chez moi et voir la famille. Pour sa première intervention, voilà, allez, c'est parti. Il va devoir gérer un conflit familial. À Vannes, ce genre de problème a augmenté de plus de 30% cette année. Il a dû boire 2-3 bouteilles de rosé. Ouais. Et il y a les 2 gamins qui sont à l'intérieur. Donc voilà, et elle est dehors. Et elle est dehors. Bon. Et il voulait frapper le petit tout à l'heure et il lui a balancé des cendriers dans la... Ah. Normalement, il vous attend. L'appel provient de la victime, une mère de famille. Après l'avoir frappée, son mari l'a jetée dehors et s'est enfermé avec ses enfants. Il pourrait être en danger. Pour Vincent et André, son collègue, il n'y a pas une minute à perdre. C'est au combien on va 29. 29, donc c'est encore après. Le différend s'est déroulé dans une petite cité populaire de Vannes. Mais avant d'intervenir, les policiers doivent trouver la mère de famille pour l'interroger. Elle est là, la dame, non? Bonjour, madame. Il a bu toute la journée, je crois. Je sais pas combien de bouteilles il a bu, j'en sais rien. Il s'est endormi sur le canapé, il s'est réveillé, il a pété un câble et puis il voulait s'en prendre au grand. Et puis, Donc là, il y a les enfants dans l'appartement? Oui, il y a les enfants dans l'appartement et puis il m'a dit dégage et puis il m'a insulté de tous les noms encore une fois. D'accord. L'homme semble être un habitué de la violence, alors Vincent et André prennent toutes les précautions. Quel appartement? Pistolet électrique au poing et main sur l'arme de service. Bonjour monsieur, c'est la police. On peut rentrer? D'accord. Les enfants, il faut aller dans la chambre, hein. Leur premier réflexe, c'est d'éloigner les enfants de leur père. Mais ce qu'ils découvrent les rassure peu à peu. L'homme paraît coopératif. J'ai bu, c'est moi qui ai bu. J'ai peut-être un petit peu bu plus que d'habitude. Hein. Si vous voulez, je viens. Dites-nous déjà quelle est votre version complètement, qu'est-ce qui s'est passé avec votre dame alors? Comment se fait-il qu'à cette heure-là, elle se retrouve dehors? Je suis désolé, je suis sincère. C'est surtout la dame qui vous parce que ça ne va pas vous s'adresser après. C'est à elle qui va falloir venir. Dans ce genre de situation, les policiers ont une méthode pour faire baisser la tension. Ils obligent les couples à s'expliquer en leur présence. C'est réglé, voilà. Il reconnaît, t'allais trop loin ce soir. Hein. Tu le reconnais, mais de toute façon, des situations comme ça, faire peur aux enfants, non, c'est pas une solution. Il faut que tu sois responsable de tes actes, hein, parce qu'on n'a pas le droit de gifler les enfants comme ça sans raison, sous prétexte qu'on a bu un coup. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur, vous êtes capable de nous dire, voilà, je veux faire des efforts, je veux m'en sortir, et est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, on va dire? Ouais, qu'elle reste calme dans sa tête. Bon, ça, faudrait que je reste calme dans ma tête. Dis donc, c'est pas moi qui bois, hein. Moi, j'ai pas de problème d'alcool. Moi, je vais très bien dans ma tête, hein. On peut pas dire c'est le cas de tout le monde. Alors, le problème d'alcool, c'est le tien, c'est pas le mien. Je suis appelé la police. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais où va-t-on, là? Tu vis sur quelle planète, là? C'est tout à fait normal. Tu joues les cow-boys franjo, toi, dis donc, hein. T'as le droit de me mettre dehors, vas-tu que je reste dehors? Ah ouais. Dis pas ça. Pour ces deux-là, tout dialogue semble impossible. Alors Vincent et André n'ont plus qu'une solution, jouer les assistantes sociales. Non mais il faut analyser la situation. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes allé trop loin ce soir. C'est ça. Point. J'ai bu. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il est là le problème. Mais c'est bien, vous le reconnaissez déjà. Oui, on les a. Bon, en tout cas, monsieur, on vous laisse. On ne revient pas non plus. Hein.
Vous êtes des adultes, vous avez réglé le problème. Madame, on vous laisse. Ouais, et si toutefois, quand vous allez repartir, il recommence. Eh ben, écoutez, vous recomposez le 17 et dans ces cas-là, on se déplace. Mais bon, essayez de tempérer pour ce soir. Oui, mais je tempère toujours alors. Voilà. Évitez de réalimenter aussi. Je réalimente. Il prend conscience qu'il est allé trop loin, il va se coucher. Hein? Malgré les efforts des policiers, la femme ne croit plus aux bonnes résolutions de son mari. Là, s'il refait ça ou ce soir ou demain, là, vous écrivez une lettre au service social. Oui, de toute façon, je pars avec mes enfants, carrément. Vous allez où? Ben, je vais trouver une solution, j'appellerai 115 et puis ils m'hébergeront, et puis c'est tout. Voilà. Bon. Allez, au revoir. Cette nuit-là, la femme n'a pas rappelé les hommes de police secours. Mais Vincent et André savent bien que la situation de ce couple en crise n'est pas réglée pour autant. Comme on essaie d'expliquer à ces messieurs-dames, on ne va pas pouvoir régler le problème de fond. Je pense que le problème, on est tous d'accord pour dire, et le monsieur le reconnaît, que son problème est lié à l'alcool. Malheureusement, là, en l'espace d'un quart d'heure, on ne va pas pouvoir régler les problèmes qui datent qui sont récurrents depuis X années. Hein. Donc on essaie de tempérer au maximum, et puis on essaie de faire que les choses se passent bien, en tout cas pour l'épouse, pour le mari et surtout pour les enfants. Il n'y a pas si longtemps, une autre histoire de couple et d'alcool a bien failli tourner au drame pour les policiers de Vannes. Voici des images inédites, tournées le 29 octobre 2009. Cette nuit-là, une patrouille de la brigade anticriminalité prend en filature la voiture d'un repris de justice, bien connu dans la région. Il faut qu'il arrête au feu, on va se mettre en barrage devant avec la voiture. Interdit de séjour dans tout le Morbihan, il est sorti de prison quelques mois plus tôt, après avoir été incarcéré 1 an et demi pour une prise d'otage dans un cinéma de Vannes. Le matin même, l'homme a menacé de mort son ex-femme et ses 2 enfants. Il est jugé dangereux et sûrement armé. Les hommes de la BAC, aidés par 2 autres véhicules de police, décident de l'interpeller. On le bloque, vous le bloquez derrière, c'est parti. Se sentant pris au piège, le repris de justice prend tous les risques. Il s'engage dans une station-service, échappant à 3 policiers venus à sa hauteur, armes au poing. Vas-y, bloque. Non, il va me percuter. Mais c'est pas grave, putain, c'est pas grave. Oh, ben, Après un tête-à-queue spectaculaire, les policiers de la BAC reprennent la course-poursuite. Jusqu'au moment où le fuyard perd le contrôle de son véhicule, percutant un trottoir. Oh la vache! Il a pas vu le machin? Il est peut-être... Ouais, la voiture est esquintée, les gars, donc on va se rapprocher, attention, hein. Attends, il va prendre à gauche. Le fuyard joue le tout pour le tout. Attends, il cherche un truc. Il a un flingue. Fais gaffe, Pierre. L'homme s'est emparé d'un fusil. Les policiers se ruent sur lui. Lâche ça! Lâche ça! Lâche ça! Fais gaffe! Bon, la clé. C'est bon, les gars! La détente! Fais gaffe, il a le doigt sur la détente! Attention! Alors que les policiers tentent de le maîtriser, il va quand même réussir à tirer 3 fois. Attends, Laurent! C'est bon, les gars, allez! Laurent, fais gaffe! Attends! Excuse-moi. Allez, c'est bon, tu peux prendre. C'est un pont? Le policier qui le met en joue et qui l'a pourchassé dans les rues de Vannes s'appelle Marc. Fusil à pompe, regarde dans le... Il faudra les efforts de ses 5 collègues pour finalement venir à bout du forcené. Ça va, les gars! C'est bon! Dépêche-toi, putain! Marco, du calme! Sors! Laisse ta main! Sors de là, connard! Bah, ça se termine plutôt pas trop mal. Bah, à chaque fois que je les revois, les images, quand même, c'est... J'ai senti tout de suite. C'est vivant. Yes! Mais ce n'est qu'au moment où Marc récupère les douilles qu'il réalise enfin à quoi les policiers ont échappé. Il s'avère que c'était de la Brenneck, donc c'est de la balle pour de la chasse au sanglier. C'est très très puissant comme cartouche. Marc a aujourd'hui quitté la BAC.
Mais il n'a jamais oublié cette arrestation à haut risque. Hallucinant. C'est là qu'on sent la détermination de l'individu quand même. Hein. Il est maîtrisé, il est encerclé par la police, il tire 3 fois sur une façade. Sans se poser de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe devant? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la vitre? Il s'en fout. Il tire en espérant toucher quelqu'un au passage. Une des balles a quand même traversé le mur de cet hôtel pour finir dans le faux plafond de l'un des couloirs. Donc en fait, il était vraiment parti pour faire un carnage en fait, quoi. Dans la voiture, les policiers retrouveront également un fusil à canoncier et un sac en plastique contenant une 50aine de cartouches de gros calibre. On le connaissait avant, qui bascule du mauvais côté, on va dire. Il ne fait pas partie d'une bande, c'est pas un truand, c'est pas une racaille, c'est quelqu'un qui a eu des gros problèmes et qui a basculé, quoi. Donc, à la fois dans l'alcoolisme et les médicaments, et bah, le résultat, c'est que voilà. Vous acceptez de souffler ou pas? Très bien, bah, c'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir aussi. Très bien. Cette nuit-là, l'homme sera contrôlé à plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, 4 fois plus que la limite autorisée. Emmené au commissariat, il a été jugé 2 ans plus tard. Il purge actuellement une peine de 9 ans à la prison de Plumeur, à 60 km de Vannes. Durant la journée, Vannes redevient souvent une petite ville paisible. Et les accidents de voiture, qui sont le lot quotidien de Philippe, brigadier de police secours, sont rarement dramatiques. Pourtant, cet après-midi, il y a urgence. Un piéton vient de se faire durement renverser par une voiture. Lydie a tout prévu. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour la procédure accident. Accident VL piéton. La collision a eu lieu à hauteur d'un abribus, dans une rue particulièrement passante de la ville. Arrivés les premiers sur place, les pompiers ont pris la victime en charge. L'état de la voiture responsable le prouve, le choc a été violent. Le blessé est un adolescent. Il n'a pas perdu connaissance. Mais ce qui inquiète les pompiers, c'est qu'il ne répond pas à toutes leurs stimulations. Est-ce que tu sens ce que je fais là? Super. Est-ce que tu peux me serrer la main là? Tu peux me serrer la main? C'est d'autant plus alarmant qu'il aurait perdu beaucoup de sang. Les pompiers soupçonnent plusieurs fractures. Le plus incroyable, c'est que l'accident a eu lieu alors que la rue était dégagée et devant les yeux de nombreux témoins. Quand moi je me suis avancée, je l'ai vu vraiment par terre se tordre de douleur. À ce moment-là, le conducteur du véhicule est descendu. Il paraissait complètement hagard. Il se demandait franchement ce qui s'était passé. Et visiblement, l'automobiliste est encore sous le choc. C'est un homme de 77 ans. Dans ce genre de cas, le réflexe des policiers, c'est de vérifier que le conducteur n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Votre taux est de 0. Vous n'avez pas d'alcool. L'homme est sobre et il s'explique d'autant moins comment tout cela a pu se produire. De son côté, Philippe lui aussi tente de comprendre. Pour cela, il va mesurer la distance entre le lieu de l'impact et l'endroit où le jeune homme a été retrouvé. Ce qu'il découvre est capital pour l'enquête. Alors là, on voit bien des traces de freinage. Donc on voit que le conducteur a commencé à freiner juste avant le passage piéton. Ce qui veut dire que le piéton était bien sur le passage piéton. Et vous voyez jusqu'où le piéton a été emmené. Il a été emmené à 15 mètres plus loin. La personne, c'est une personne âgée, véhicule automatique. Je pense que par rapport au soleil, il n'a pas bien vu ce qui se passait. En plus, à cet âge-là, les réflexes sont moindres. Donc voilà ce qui s'est passé. Je l'ai vu quand je l'ai tapé. C'est-à-dire qu'il a pu passer devant moi. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, oui. Ici, quelque part.
Pour le conducteur, c'est le premier accident de sa vie. L'équipe des pompiers doit maintenant faire vite. Premier soin effectué, il faut transporter le blessé vers l'hôpital le plus proche. À Philippe et Lydie, la tâche délicate de prévenir sa famille. La victime n'a que 16 ans. Bah oui, hein. Oui, madame. Donc votre fils a été transporté là par les pompiers à l'hôpital. Quand vous arrivez, vous irez directement aux urgences et au niveau de l'accueil, vous vous présentez, vous donnez le nom de votre fils et puis on vous tiendra informé de la situation. Ça va aller? Elle est très choquée en fait, comme toute maman ou tout parent en fait, quand son enfant a eu un accident. Et dans ces cas-là, on est obligé de raconter la vérité. Hein. On ne va pas dire non, ça c'est, il n'y a rien. Hein. Nous, c'est notre devoir de dire exactement ce qui s'est passé. Bonjour, nous venons pour... Alors, il se trouve pour l'instant à la radio et sa maman doit être en secteur de soins à la radio avec lui. D'accord, la maman est arrivée? Ouais, la maman est arrivée. À l'hôpital, les policiers découvrent la mère de l'adolescent totalement bouleversée. Elle craint que son fils garde des séquelles. Là, il allait faire les France, donc... Ah oui. Ça fait 13 ans qu'il en fait le judo. 13 ans? Ouais, il a 16 ans. Alors si c'est quelqu'un de sportif, vous allez voir, il va se rétablir. Non, mais c'est pas ça, c'est que voilà, après, s'il y a des choses qui persistent, voilà, des choses qui gardent plus ou moins à vie, il aura beau faire ce qu'il veut. Le garçon s'en tirera finalement avec une double fracture de la jambe. Après rééducation, il pourra reprendre le judo. Pour Nathalie, accusée à tort d'avoir provoqué la mort de sa passagère en scooter, c'est la fin d'un cauchemar. Elle est aujourd'hui lavée de tout soupçon. Mais l'histoire lui laisse un goût amer. En garde à vue, j'étais persuadée que c'était moi, donc c'est vrai que c'était pas facile à vivre. Donc quand elles m'ont dit la vérité, j'étais soulagée. C'est une chose bien qu'elle me l'ait dit parce qu'elle aurait très bien pu le garder pour elle et pas me le dire en fait. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres et jusqu'au jour où les autres c'est nous en fait. Cette fois, Nathalie est venue au commissariat pour récupérer quelques affaires personnelles restées dans le coffre de son 2-roues. Ouais, c'est mes affaires, le CV. Moi, je laisse le cadenas dedans. Nathalie va maintenant reprendre le cours de sa vie. Elle n'oubliera jamais cette tragique soirée de fête. Pour éviter ces drames, la boîte de nuit qui organise les soirées étudiantes à Vannes a décidé de réagir. Pour dissuader les fêtards de prendre leur véhicule, l'établissement a décidé de mettre à leur disposition un service de navette gratuite. Vous prenez la navette? On peut pas conduire, on est en état de conduire, voilà. Il y a une navette gratuite, du coup, c'est pratique. C'est super, au top, au top. Bonne soirée. Parce qu'il avait refusé l'entrée à la victime de l'accident de scooter et à ses copines, Hervé, le patron, a été dégagé de toute responsabilité. Pourtant, il n'arrive pas à oublier ce drame qui a coûté la vie à une jeune fille de 20 ans. On n'est pas embêté au niveau de la loi, mais humainement, est-ce qu'on a bien fait notre travail? Est-ce que si elles étaient rentrées, sûr qu'on les aurait pas laissées repartir dans cet état-là, elles auraient peut-être pu récupérer, elles auraient pu manger une frite. Alors oui, je suis tranquille pénalement, mais dans ma tête, j'ai une fille de 18 ans, c'est des choses qui m'attristent. Humainement, je sais pas si on a bien fait. Voilà. Tous les ans à Vannes, une centaine de jeunes se blessent grièvement ou se tuent sur la route. Il était temps de réagir. Ce soir, s'ils prennent la navette, ces étudiants rentreront chez eux sains et saufs.